Les vraies voix, Frédéric Brindel. Vous ne rêvez pas, il est bien 18h31, il fait encore bien jour, c'est l'heure d'été. Philippe Bilger est rayonnant, Philippe Develin un petit peu chafouin, mais c'est le changement surtout, mais ça ira bien. Quant à Françoise Degois, elle est aérienne, je n'en dirai pas plus. Le débat est prêt sur Sud Radio, allons-y. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Alors effectivement, c'est un sujet fort, disons-le clairement, qui fait suite à un événement particulièrement impressionnant. Nuit de violence une nouvelle fois, anti-policière à Sevran. Ça se passe dans le département de la Seine-Saint-Denis. 6 personnes ont été interpellées en marge de ces violences qui faisaient suite à la mort d'un conducteur d'un véhicule volé, tué par un tir de policier. Beaucoup de dégradations, 8 véhicules brûlés, un bus brûlé. Une enquête a été ouverte bien sûr par l'IGPN, la police des polices. Nous allons revenir sur ce cas de figure où, semble-t-il, selon nos informations, le conducteur du véhicule se voyant interpellé a foncé en direction des policiers. Le policier a donc tiré. Ce sont les premiers éléments de l'enquête. Évidemment, l'IGPN va aller un petit peu plus loin pour en savoir un peu plus et pour comprendre le fonctionnement, le droit, la législation, parce que effectivement, il faut se poser la question, lors d'un délit de fuite, doit-il y avoir des tirs? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est autorisé? Évidemment, nous allons en parler avec la partie policière. Nous sommes avec Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Bonsoir Denis Jacob. Bonsoir à toutes et à tous. Comme je vous l'ai dit, nous avons parmi nos 3 vraies voix Philippe Bilger, qui est magistrat honoraire. Alors, intéressons-nous déjà à la partie justice avant de rentrer dans le vif du sujet avec Denis Jacob. De votre côté, Philippe Bilger, rappelez-nous le principe, à partir de quel moment on peut faire usage de son arme. Mais mon cher Frédéric, vous voulez découper mon intervention, mais si vous le permettez, je ne vais en faire qu'une et ne pas prendre trop de temps. D'abord, je suis frappé par, je dirais, le rituel de ces violences à la suite d'interventions policières. Premier point. Deuxième point, je suis également exaspéré, je peux le dire, par le fait qu'à chaque fois qu'on dénonce une intervention policière qui aboutit en l'occurrence là à une mort évidemment tout à fait regrettable, on oublie tout ce qui a précédé en amont et qui justifie et légitime l'intervention policière. Alors pour répondre très directement à votre question, mais je parle sous le contrôle de mon ami Denis Jacob qui a bien voulu un jour me questionner, c'est la légitime défense policière. Elle existe évidemment lorsque le policier est menacé très directement dans sa vie ou que quelqu'un d'autre l'est. Là, il a le droit de mettre en œuvre la légitime défense. Et deuxièmement, puisqu'on évoque le véhicule, ça n'est pas le délit de fuite qui permet l'exercice de la légitime défense, c'est un véhicule qui, fonçant sur des policiers, je ne sais pas si c'était vraiment le cas à Sevran, mais c'est la règle, met en péril la vie, l'existence de ces policiers et leur intégrité physique. Ça n'est pas le délit de fuite, c'est la volonté de se servir d'un véhicule pour porter atteinte à l'intégrité des policiers. Denis Jacob, il y a l'article 435.1, article d'usage de la force en temps de fuite. Alors, bien sûr, évidemment, c'est lié à la légitime défense, mais cet article a été aménagé, notamment dans le contexte du développement du terrorisme, où en fait, on estime que quand un véhicule part, qu'il ne charge pas forcément le policier ou le gendarme, mais que sa fuite risque d'entraîner le décès d'autres personnes, il peut aussi y avoir usage de l'arme. C'est bien cela, hein, cher monsieur Denis Jacob.
Oui, alors vous savez, moi je suis toujours prudent par rapport à l'application d'un texte parce que chaque situation est différente, chaque circonstance est particulière et bien évidemment c'est en fonction de l'environnement, des faits que l'on va déterminer si effectivement l'usage de l'arme était légitime ou pas. Mais effectivement cet article élargit les possibilités d'usage de l'arme pour les policiers. Là on n'est pas dans une affaire de terrorisme, hein. On a affaire à un voleur de véhicule qui était rempli de colis et donc qui avait une certaine valeur, qui a été pris en chasse, en charge par la police, qui ont essayé de l'intercepter, et c'est à un feu rouge que le policier est descendu, et au moment où il est descendu, il semblerait, moi je parle toujours au conditionnel, personne n'était sur place, hormis le policier qui a tiré, et malheureusement la personne qui a été tuée, même s'il s'agit d'un délinquant notoire. Et moi je souligne ce que Philippe Bilger, mais on est très souvent d'accord tous les deux, pour avoir échangé à plusieurs reprises. Quelle que soit l'intervention de police, aussi banale soit-elle, là on est dans un cas extrême, mais la moindre intervention de police dans des quartiers difficiles est sujette à réaction, à violence et à émeute. C'est systématique. Donc là, on a affaire à un drame, bien évidemment, mais il faut recontextualiser aussi. Et puis aujourd'hui, nous n'avons pas tous les éléments de l'enquête qui permettent de dire que le policier a commis une faute et que, en l'occurrence, pour le moment, il est sous le régime de la présomption d'innocence. Je rappelle quand même que ce policier, ça n'enlève pas le drame, hein, que les choses soient claires, délinquant ou pas délinquant. Mais mon collègue est particulièrement choqué à un point qu'il a été hospitalisé et qu'aujourd'hui, il n'est toujours pas entendu parce qu'il n'est pas en capacité de répondre aux questions. Les médecins ne veulent pas qu'il soit auditionné parce qu'il n'est pas en état de répondre très exactement sur les circonstances de l'usage de son arme. Bon, il faut rappeler que la personne qui était au volant était connue des services de police, qu'il est connu comme étant quelqu'un de très connu justement dans cette vie à Sevran et connu pour être particulièrement dangereux. Donc on va dire que dans ce contexte-là, Denis Jacob, la pression est d'autant plus forte. Je me réfère au film La BAC Nord, hein, qui fait référence sur la vie des policiers aujourd'hui, jusqu'où on peut demander de la sérénité, même si il y a légitime défense, mais même s'il n'y en a pas, jusqu'où on peut demander de la sérénité dans ces situations. Vous faites bien de le préciser parce qu'effectivement, il y a une pression, surtout quand on sait que le véhicule est volé, qu'on a affaire à un délinquant. Et je rappelle que quand le policier intervient sur la voie publique, on a affaire à un fourgon, c'est-à-dire qu'il n'a pas de visibilité directe en allant vers l'automobiliste, qui potentiellement peut être armé et qui peut tirer éventuellement sur le policier, ou alors, et il semblerait que ce soit le cas, prendre la fuite quand le collègue commence à s'approcher du véhicule et prendre le risque de renverser, de tuer des piétons, des personnes qui sont aux alentours de la scène, et donc peut-être de riposter dans le cadre de la légitime défense parce qu'il y a la vie d'autrui qui est mise en danger, celle de ses collègues ou celle des passants. Philippe Deveul. Oui, bonjour Denis Jacob, on avait déjà échangé plusieurs fois à l'époque des Gilets jaunes et j'avais évidemment défendu la cause de manifestants qui avaient été un peu rudement traités par les forces de l'ordre dans un caractère de manifestation sociale. Et là, on est dans un tout autre sujet de la délinquance, des cités, etc. Et pour moi, le principe est très simple, hein. La force doit rester à la loi et à l'ordre public dans la cité et surtout le territoire. Et bon, il faut rentrer vraiment dans les faits pour savoir ce qui s'est passé. Évidemment, les policiers ne doivent pas être des cow-boys, mais ils doivent faire respecter la loi. Et c'est insupportable de voir tous ces policiers ou gendarmes qui ont été fauchés par des délinquants qui profitent des voitures pour leur rentrer dedans et qui en ont tué beaucoup d'ailleurs. Hein. Je ne sais plus combien, mais c'est impressionnant. La dernière, une gendarme de 20 ans qui était une championne de judo. C'est insupportable.
Et donc, la police doit être respectée. Alors, s'il faut en venir à des extrêmes, moi, je serai toujours du côté de la loi et du respect de l'ordre public. Quand bien même, je défends aussi des gens qui pourraient avoir des abus dans des affaires à caractère social, qui mériteraient pas tel ou tel traitement avec un coup de matraque, etc., quand c'est pas justifié. Mais là, on rentre dans la délinquance. Et ce qui est très grave, c'est que dans toutes ces zones de non-droit, ce sont des voyous qui ont le dernier mot. Et il faut savoir qu'en France, il y a à peu près, j'ai vu une étude, il y a 15 millions d'armes en circulation et des armes de guerre. Donc, où ça va-t-il aller? Est-ce qu'on ne va pas rentrer dans une logique de guerre civile si jamais on ne respecte plus les forces de l'ordre dans ce pays? C'est une question très grave. Françoise Degois, avant de revenir à Denis Jacob. Il faut voir les circonstances. Moi, j'ai été comme Philippe Deveul, j'ai beaucoup dénoncé les violences et les façons dont l'ordre a été maintenu, mais j'aime bien le discours de Denis Jacob parce que je comprends l'effondrement des familles, de la famille du délinquant qui a été tué. On ne sait pas dans quelles circonstances, en réalité, ce policier a sorti son revolver pour tirer, mais je comprends aussi, il faut pas non plus, moi, j'ai beaucoup critiqué le maintien de l'ordre, mais il ne faut pas non plus imaginer que pour un policier qui détient la violence légale, c'est facile de tuer quelqu'un. Je veux dire par là que c'est quelque chose d'émotionnellement totalement bouleversant, je pense, de tirer et de tuer quelqu'un. Il ne faut pas imaginer des policiers tels des Robocop sans âme, etc. Donc je peux comprendre aussi que le policier qui a tiré soit aussi dans un état, je ne pense pas que c'est du cinéma, vous comprenez? Donc cette affaire, il va falloir qu'on voit comment elle se dénoue. Ce délinquant, en tout cas, est mort, mais en tout cas, là, en l'occurrence, il n'est pas question. Cet être humain-là est mort. Il y a un policier qui est en état de choc parce que, voilà, quelles sont les circonstances? Plus largement, après, moi, j'entends je dois, yaka, je regarde les programmes de tout le monde, si vous voulez, pour lutter contre la délinquance. Dans la réalité, moi, je m'en remets au professionnalisme des policiers. Je pense que les policiers, je le redis, dans le maintien de l'ordre, ça a été un désastre. Dans les faits, j'ai toujours été frappé par le sang-froid des policiers. Je me souviens toujours de ces policiers dont la camionnette brûle et qui sortent, qui sont attaqués, oui, qui se maîtrisent, qui ne sortent pas leur âme parce qu'ils savent ce que ça veut dire de sortir un pistolet. Ouais. Donc je m'en réfère, moi, si j'avais quelque chose à faire, si j'étais au gouvernement, je donnerais tous les moyens à ces professionnels pour être encore plus professionnels, pour qu'ils soient plus nombreux et qu'ils aient les moyens de travailler. Pour le reste, je dois, yaka, ça va. Et c'est effectivement un vrai débat de société. Nous y revenons dans un instant sur Sud Radio. Denis Jacob reste avec nous, nos trois vraies voix également. Je vous rappelle cette question volontairement provocatrice. Le délit de fuite doit-il être sanctionné par des tirs? Vous donnez votre avis sur le compte Twitter de Sud Radio. Réfléchissons et on en parle tout de suite, là, dans un instant. Les vraies voix, Frédéric Brindel. Un débat particulier qui nous pose énormément de questions sur notre vie au quotidien. Le délit de fuite doit-il être sanctionné par des tirs? Vous votez. Pour l'instant, vous dites oui à 62% sur le compte Twitter de Sud Radio. Non donc à 38%. Françoise Degois, Philippe Deveul et notre commandant de bord Philippe Bilger sont avec nous dans ce débat qui s'appuie sur la présence du secrétaire général du syndicat Alternative Police, Denis Jacob. Nous revenons évidemment sur ce qui s'est passé à Sevran et à Aulnay-sous-Bois, avec aussi des nuits de violence antipolicière qui se sont enchaînées. Déjà sur la situation à Sevran et à Aulnay, Denis Jacob, on va dire que ça risque d'être encore tendu pour vos collègues, mais on peut dire aussi que pour vos collègues qui agissent régulièrement à ces endroits, c'est souvent quand même très tendu. Oui, de toute façon, dès qu'on intervient dans ces quartiers difficiles, on fait forcément l'objet d'agressions, d'attaques, notamment régulièrement au moyen de mortiers d'artifice, tout simplement parce que on empêche notamment les trafics en tout genre et notamment les trafics de stupéfiants. Et il est vrai que depuis le drame de samedi midi, on connaît une recrudescence de violence, mais je dirais, mes collègues, bien évidemment, sont les premiers visés, mais la population aussi. Il ne faut pas oublier que nous avons une grande majorité de la population qui vit dans ces quartiers et qui aspire à y vivre en toute tranquillité. Quand on vole un bus, qu'on l'incendie et que par répercussion, le feu se propage à des véhicules particuliers, quand vous
levez le matin pour aller bosser et que vous retrouvez votre bagnole brûlée, franchement, je dirais les premières victimes, ce sont les habitants de ces quartiers difficiles qui n'aspirent qu'à vivre en toute tranquillité. Et naturellement, mes collègues sont la cible. Moi, j'ai reçu quelques photos de ce qui s'est passé hier soir, où on trouve des pavés de 2-3 kilos qui ont traversé le pare-brise et qui se sont retrouvés sur les sièges avant du véhicule. Donc, je dirais, ça suffit de ces zones de non-droit. Alors, beaucoup n'aiment pas que j'utilise ce terme, que j'utilise depuis de nombreuses années, mais quand la police n'y est pas de manière pérenne, quand la police n'y est pas de manière préventive ou dissuasive, et qu'elle n'y va que de manière répressive, on peut considérer que la police n'y est pas à temps plein, et donc qu'il y a effectivement des zones des non-droits, et il faut reconquérir ces zones. Alors, il y a plein de politiques qui ont été mises en œuvre qui sont plus ou moins réussies, mais je pense qu'il faut accentuer la présence policière dans ces quartiers-là de manière pérenne et qu'il faut s'en prendre une bonne fois pour toutes à la lutte contre les trafics de stupéfiants. Bon, là, ce qu'on évoque sur Sud Radio, c'est effectivement le vécu. Justement, Philippe Bilger, en préambule, vous nous aviez dit, je veux juste faire une intervention. J'imagine que vous en avez une autre. Allez-y, Philippe, oui. Oui, en fait, Françoise de Gois a fait une analyse très fine de la pratique policière en disant que, d'abord, elle doit reposer sur la compétence professionnelle, la qualité de la vision et la retenue modeste d'une force légitime qui ne peut pas toujours s'exercer, heureusement, dans sa plénitude. Mais c'est d'autant plus vrai que le policier Denis Jacob ne me contredira pas. Qu'est-ce qu'il a? Il a un cadre législatif, il a une prescription générale qui lui donne les modalités dans lesquelles il a le droit d'agir, mais ensuite il y a évidemment, face à cette généralité, il y a la pratique singulière d'un fonctionnaire de police qui doit l'adapter au réel. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Parce que la prescription générale ne suffit pas. Elle impose ensuite une vigilance et une qualité et une fiabilité de tous les instants. Et j'ai souvent dit, et pardon de faire référence à mon ancienne vie, quand j'entendais beaucoup de magistrats critiquer les policiers, je disais aux qualités qu'on réclame des policiers, est-ce qu'on connaît beaucoup de magistrats dignes de l'être? Alors, peut-être une dernière question. Ça m'a valu quelques amis. Peut-être une dernière question, Denis Jacob. Je me mets à la place de tous ceux qui nous écoutent et de notre vécu. On se fait voler sa voiture. Une patrouille de police voit la voiture de monsieur X partir à toute berzingue. La police essaye de l'intercepter. Ça va très vite. Qu'est-ce qu'il y a concrètement de possible à faire pour que monsieur X récupère sa voiture? Parce que très souvent, on a l'impression que, bon, de toute façon, il l'a volée et personne n'a de quoi vraiment mettre un terme à la course-poursuite. Oui, malheureusement, je ne vais pas avoir une bonne nouvelle pour les auditeurs. C'est que dans une course-poursuite, il y a forcément un danger, la vitesse, le risque de renverser des piétons, de percuter d'autres automobilistes, et très souvent, notre salle ou notre centre d'information et de commandement nous demande d'arrêter de poursuivre le véhicule pour pas prendre de risques inconsidérés, notamment pour la propre sécurité de mes collègues, et ça me fait penser à mes 3 collègues qui sont décédés il y a quelques années à Levallois de la BAC, qui sont morts tous les 3 dans leur véhicule parce qu'ils étaient en chasse et un mauvais virage, et se sont retrouvés en contrebas sur la voie ferrée, et donc ils sont tous les 3 décédés. Donc effectivement, quand on est policier et qu'on a devant nous un véhicule volé, on n'a qu'une envie, c'est d'interpeller. Et on a tendance, effectivement, moi je l'ai fait, quand j'étais en service actif, j'ai été le premier concerné, on a tendance à prendre des risques justement parce qu'on veut intercepter le plus rapidement possible ce véhicule. Mais malheureusement,
ça peut mettre en danger nos vies et celles de nos concitoyens, et nos autorités très souvent nous demandent d'arrêter cette course-poursuite. Donc, eh bien, quelqu'un qui se fait voler son véhicule n'a qu'une solution, c'est d'aller déposer plainte pour vol et attendre qu'on ait pu récupérer son véhicule en bon ou en mauvais état, et puis ensuite, malheureusement, de faire jouer les assurances. Et vous nous confirmez que quand on dépose une plainte, il y a très peu de chances que cela aboutisse? Ça dépend, pas forcément. Si le véhicule a été retrouvé, malheureusement, même s'il a été brûlé, on a toujours la possibilité d'identifier un véhicule. S'il y a encore la plaque d'immatriculation, on peut l'identifier, mais vous avez également le numéro de série qui se trouve au niveau du moteur. Et avec ce numéro-là, on peut retrouver le propriétaire, et à ce moment-là, à charge pour lui, une fois qu'on lui a entre guillemets restituer son véhicule, eh bien de faire constater par son assurance pour se faire rembourser la valeur du véhicule, qui malheureusement ne représente jamais la valeur du neuf. Merci beaucoup Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police, d'être intervenu sur Sud Radio dans ce débat qui était important. Et évidemment, je pense que les vraies voix autour de moi s'associent pour bien sûr envoyer un message de sympathie et de courage à toutes les forces de police, de gendarmerie qui agissent pour sauvegarder notre liberté, parce que c'est cela dont il s'agit.